Depuis plusieurs semaines, comme beaucoup de parents, je suis bouleversée par l'actualité, avec l'affaire Liana, avec les révélations sur les violences sexuelles commises par les animateurs du périscolaire, qui ont conduit à de nombreuses suspensions et enquêtes, et encore si peu. Ces affaires-là nous sidèrent, elles nous donnent envie de protéger nos enfants encore plus. On sait aujourd'hui qu'environ 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année en France. Derrière ce chiffre, il y a des enfants de tous les milieux, de tous les âges. Et une fois l'émotion passée, une question reste. Qu'est-ce que je peux faire moi, parent, éducatrice, enseignante, pour que mes enfants aient davantage de repères, sachent écouter leur intuition, poser leurs limites et osent parler si quelque chose les met mal à l'aise. C'est précisément l'objet de l'épisode 112 qui fête déjà ses 3 ans sur le podcast. Ce sont des extraits d'une room clubhouse qu'on avait fait à plusieurs. En effet, je refuse que la seule éducation sexuelle de nos enfants soit celle des faits divers, des réseaux sociaux ou du porno. Plus que jamais, l'éducation affective, relationnelle et sexuelle ne consiste pas à faire peur aux enfants. Elle consiste à leur transmettre des mots, des droits, de la confiance et la certitude que leur corps leur appartient. Alors aujourd'hui, je vais te parler de consentement, d'intimité, de pudeur et surtout de tout ce qui peut se construire très simplement dès la petite enfance. Belle écoute. Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Bonjour, bienvenue. Ça va être un peu un sujet tabou qu'on va évoquer aujourd'hui. Donc ce sujet, par rapport à nos enfants, par rapport à l'avenir de nos enfants, les peurs qu'on a qu'ils soient agressés sexuellement, qu'ils vivent des expériences difficiles au niveau de la sexualité, qu'ils fassent des mauvaises rencontres, qu'ils rencontrent des gens que malheureusement l'actualité nous donne un certain panel de déséquilibrés autour de la relation, donc que nos enfants puissent éventuellement tomber plus tard sur des personnes mal intentionnées, sur des personnes qui ne seraient pas intègres, sur des personnes qui seraient malhonnêtes. On va l'évoquer aujourd'hui à nouveau, cette peur-là, on ne va pas pouvoir complètement la balayer, la contrôler, elle fait partie de la possibilité, de la réalité, puisqu'on ne va pas pouvoir maîtriser l'avenir de nos enfants. Néanmoins, les choses qu'on va pouvoir mettre en place dès que nos enfants ont 1 an, 18 mois, 2 ans, au niveau du langage, au niveau de la conscientisation de leur corps, au niveau de l'intimité, au niveau de la pose de limites, vont faire la différence plus tard s'ils sont en contact ou quand ils seront en contact. On est tous là pour se sensibiliser, pour ouvrir les yeux sur le fait que des enfants, aujourd'hui, vivront une agression sexuelle quelque part en France. On n'est pas forcément témoin, on n'est pas forcément auteur, on n'est pas forcément au courant de ce qui s'est passé, mais moi, chaque année, dans ma classe, je me disais, une personne minimum dans cette classe est victime d'agression sexuelle, ponctuellement, avec un oncle, avec quelqu'un d'une famille éloignée, avec un inconnu. Mais on ne va pas nier la réalité, ce sont des choses qui existent. Donc, on ne va pas dramatiser non plus, on ne va pas faire le buzz des médias, d'attirer l'attention que sur ce sujet-là. Dans l'éducation, il y a plein de thématiques. Souvent, je parle d'autres thématiques que des abus sexuels et des agressions sexuelles. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on mette le focus sur la conscientisation du corps du jeune enfant, la pose de limites, l'intimité
et le consentement. Et bien entendu, si vous voulez partager ce qui s'est passé pour vous, pour quelqu'un de votre famille, pour une de vos amies, vous pouvez aussi témoigner de ce qui a été mis en place sur ces sujets-là, de comment vous avez régulé l'émotion concernant ce sujet-là, si peut-être un de vos enfants a été témoin de quelque chose ou a été mis en contact avec un contenu qui n'était pas approprié, vous pouvez bien sûr prendre la parole. Comment vous faites dans une situation aussi délicate? En effet, la définition du consentement qui va donner sa part à la définition aussi de l'agression sexuelle, c'est la mise en contact d'un contenu inapproprié à l'âge de l'enfant. Donc ça peut être des images, ça peut être des vidéos, ça peut être un geste, ça peut être une parole. Tout ça va être considéré comme inapproprié en fonction de l'âge de l'enfant. Et la loi a récemment évolué. Ça veut dire que maintenant, le consentement est d'office pour les moins de 15 ans considéré comme non possible. Un enfant de moins de 15 ans ne peut pas être consentant à certains contenus, à certains gestes et à certaines agressions physiques, sexuelles. Et de se dire que l'enfant, quand il est jeune, ne comprend pas toute la portée de ce qu'il fait, de ce qu'il dit, de comment il s'habille. Par contre, nous, en tant qu'adultes, on doit être vigilants à le côté hypersexué, le côté sexualisation, notamment des petites filles, les talons, les bijoux, les vernis, le rouge à lèvres, les poses lascives pour faire plaisir à la photo et à Instagram. Tout ça, c'est des points de vigilance. Et pour en revenir au sujet des livres en eux-mêmes, tu peux, à partir de n'importe quel livre, parler de la tenue, parler du comportement, parler du consentement, parler de la réponse, de quelqu'un fait une proposition et l'autre n'a pas l'air complètement d'accord. Ce n'est pas un vrai oui, un oui qui sort des tripes. Donc, beaucoup d'experts sur le sujet disent, si c'est pas un vrai oui qui sort des tripes, c'est un non. C'est un non. Et ça, on peut le transmettre très tôt à nos enfants. Et je vous invite vraiment à aller dans vos bibliothèques, dans vos librairies et regarder ce qui résonne avec l'âge de votre enfant et vous, votre thématique, si c'est un sujet sensible pour vous, si vous-même vous l'avez vécu, commencez par faire la paix avec ce sujet vous-même en tant qu'adulte pour ne pas induire, pour ne pas transmettre des choses que vous-même, vous n'auriez pas fini de traverser. Nous, avant d'expliquer à nos enfants ce qu'on pense d'un sujet, il faudrait qu'on en ait fait le tour. C'est pas toujours facile, mais parler de sexualité à notre enfant, si on ne s'est pas posé avec nous-mêmes sur comment je vois la sexualité, comment je vois le rapport sexuel, comment j'ai un rapport à mon corps, est-ce que le corps a le droit d'avoir du plaisir, toutes ces zones de thématiques sont importantes avant de se poser en face de notre enfant, qu'il ait 4, 10 ou 14 ans, parce que sinon on va induire nos propres peurs, nos propres tabous, nos propres schémas et projections, comme dans tous les thèmes d'ailleurs. Est-ce que nous, on est au clair sur ce qu'on attend du corps, du plaisir, de la sexualité, de l'amour, du respect physique et des limites corporelles, avant même de pouvoir lancer ce genre de conversation avec nos enfants? Si oui, tant mieux, on se lance dès qu'ils ont 1 an, 18 mois, 2 ans. Vraiment, en classe, on n'avait pas de tabou là-dessus. On peut profiter du passage aux toilettes, on peut profiter d'un album, on peut profiter d'une situation, notamment quand une maman est enceinte, c'est génial parce qu'on part directement de là. Quand une des mamans d'élèves est enceinte, on dit qu'est-ce qui se passe dans ce ventre? Comment le bébé est arrivé? Comment le bébé va sortir? C'est biologique, c'est physiologique. Ça n'a aucun rapport avec le tabou de la sexualité ou quoi que ce soit. Les bases très saines du début de la sous-compétence du consentement. On imagine que l'éducation sexuelle, ça commence à 11-12 ans, alors que pas du tout. L'éducation sexuelle, ça commence dès que l'enfant est né. On peut déjà lui parler, on peut déjà lui expliquer, on peut déjà poser des mots sur les parties du corps en utilisant les vrais mots, en utilisant aussi des gestes mesurés. Ça veut dire demander à chatouiller, demander à caresser, demander à faire un câlin, demander à faire un bisou. C'est vraiment la base. Et si on commence ça dès 18 mois, dès 24 mois, la notion même de consentement est déjà inclue dans le quotidien.
ça leur paraît normal et logique parce qu'ils l'ont vécu, ils l'ont entendu, ils l'ont verbalisé, mais ça nous demande à nous parents de nous y tenir, de ne pas attraper notre enfant et de lui faire un bisou de force, de ne pas attraper notre enfant et de le déshabiller et de le laver de force. Donc ça pose d'autres questionnements sur les jeunes parents qui n'osent plus faire quelque chose de force. On avait fait une room à ce sujet-là. Mais là, sur le consentement, les limites et l'accès à son corps, de vraiment préciser sous la douche que certains endroits, il n'y a que toi qui peux les toucher, ou quelqu'un de vraiment confiance. Si tu n'es pas d'accord, tu peux toujours dire non. Donc la question du non, elle revient très précisément aussi dans les règles de vie. Est-ce que l'enfant a le droit de dire non? Est-ce que l'enfant peut s'opposer à quelque chose? Et nous, en tant que maman ou en tant que papa, du coup, ça nous gratouille un peu quand l'enfant dit non. Mais écouter le non de l'enfant sur des petites situations qui n'ont rien à voir avec la sexualité ou le plaisir, lui font entendre que son non a de la valeur pour nous, que son non peut être écouté. Je ne dis pas que son non doit être tout le temps respecté, mais il doit être au moins entendu, pesé, revalorisé et dire tu as le droit de t'exprimer. Maintenant, si on fait grandir l'enfant, votre enfant de 5, 6, 8 ans, il va entendre que les autres disent non, il va entendre qu'il y a des propositions qui lui conviennent ou non. Donc il va affiner au jour le jour. Mais les petites graines que vous aurez semées en lui parlant pendant la douche, pendant la continence, pendant le fait de s'habiller, quand il va dormir la première fois chez un copain, tout ça, ce sont des graines qui plantent déjà de l'éducation sexuelle alors que l'enfant n'a que 18 mois. Et ça, c'est vraiment très très important de diffuser cette information-là très tôt. On pense que les enfants ont le temps de voir, mais c'est la méconnaissance de son propre corps, c'est la méconnaissance des limites qu'on peut soi-même poser. L'enfant peut être complètement sidéré si l'adulte fait quelque chose dont il n'a pas l'habitude. Donc la seule façon pour l'enfant de s'opposer, même si des fois il va être trop sidéré, c'est de lui apprendre que ce n'est pas normal, que ce n'est pas logique, que ce n'est pas correct, que tel ou tel geste n'est pas acceptable, même si c'est un adulte, même si c'est une figure d'autorité. C'est délicat, bien entendu, c'est tabou, et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que si vous êtes à l'aise avec ce sujet, ce sera plus facile d'en discuter avec les enfants. Nous, en classe, c'est vrai qu'on en discute assez facilement parce qu'on fait ça dans le thème de la prévention, on fait ça dans le thème de l'éducation, vraiment au sens scientifique. On a notre casquette d'éducateur quand on fait ça en classe. Que ça fasse polémique auprès des parents ou pas, ça aussi, on pourra en discuter. Le nom de l'enfant qui est tellement confrontant pour nous, adultes, parents, s'il n'est pas entendu suffisamment, l'enfant va commencer à se dire « Ah oui, donc que je dise non ou que je dise oui, finalement, c'est l'adulte qui décide. » Et c'est là où la dérive peut entraîner des conséquences graves pour plus tard, pour l'adolescence, pour la première relation sexuelle. Si je crois que mon non ne sera pas entendu, est-ce que je vais même essayer de l'exprimer? Est-ce que je vais même avoir un comportement actif en disant je ne suis pas d'accord, je m'en vais, à tout moment je peux sortir de la pièce, à tout moment je peux refuser d'embrasser quelqu'un, à tout moment je peux refuser une relation sexuelle. Mais ça s'entraîne, c'est vraiment comme un muscle. Si le parent fait taire l'enfant qui dit non, si le parent dit c'est moi qui décide, est-ce que vous voyez le message que ça envoie pour plus tard? C'est l'adulte qui décide. Ça veut dire que s'il tombe sur un oncle mal intentionné qui décide, l'enfant va croire que l'oncle a raison parce qu'il a déjà entendu que c'était toujours l'adulte qui décidait. Et oui, ça fait peur. Alors, ça ne veut pas dire qu'à chaque moment, on va dire à notre enfant qu'il a raison de décider. Je le replace bien là parce que c'est très important. Mais quand nous, on reformule la phrase de l'enfant, qu'on entend son nom, qu'on lui dit, dans certaines conditions, j'aurais pu te dire oui, mais là, je ne peux pas te dire oui. C'est pas parce que tu proposes que tu as raison. Il y a des choses qui sont possibles et d'autres qui ne sont pas possibles. Et malheureusement, les prédateurs vont parfois utiliser le même discours. C'est pour ça que c'est aussi délicat. Nos enfants, s'ils tombent sur quelqu'un qui est vraiment très malin, qui est vraiment très narcissique, saura séduire par des belles phrases.
Et c'est en ça qu'on reboucle avec la conversation de la semaine dernière, c'est que nos peurs, malheureusement, n'empêcheront pas certaines rencontres. Et c'est horrible à dire. Mais tout ce qu'on peut faire, c'est armer les poches de nos enfants, armer le cœur de nos enfants pour qu'ils aient des stratégies possibles, soit d'attaque, soit de fuite, soit de protection, soit d'appel à l'aide. Tout ça, c'est mettre dans leur poche des petits cailloux pour s'en sortir quand on ne sera pas là. Et c'est vraiment le but de ma mission, c'est de vous donner le maximum de stratégies, pas pour éviter le risque et le danger, mais pour prévenir, pour allonger toute la liste d'outils possibles pour que nos enfants, quand ils vont se retrouver dans une situation délicate, je ne dis pas si ils se retrouvent dans une situation délicate, c'est quand ils vont se retrouver face à un prédateur, quand ils vont se retrouver dans quelque chose de malsain, dans une soirée où tout le monde a bu, où quelqu'un veut abuser de lui, et bien là, il y a des choses qui vont se déclencher dans sa tête en disant « Non, c'est pas normal ça. Non, je vais pas rester là à me taire. » Est-ce que vous voyez un peu l'enjeu? C'est vraiment très important. Et clairement, et c'est pour ça qu'autant de parents n'osent pas lancer ce genre de conversation, parce qu'eux-mêmes sont mal à l'aise, parce que c'est un sujet honteux. Est-ce qu'il vaut mieux prévenir et utiliser peut-être un mot un peu trop fort ou ne rien dire et laisser vraiment le champ libre à tout ce qui risque de se passer? Moi, je suis plutôt partisane de prévenir et d'expliciter plutôt que de ne rien faire ou de compter sur les séances pauvrettes de l'éducation nationale qui sont prévues ou de compter sur l'éducation par les copains ou l'éducation par le porno, qui est une autre variante. Qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants? Qu'est-ce qu'on veut pour nos futurs ados? Imaginez votre enfant là, même s'il a 3, 4, 5 ans, imaginez-le à 16 ans. Ça fait très bizarre, quoi. Ma fille qui a 16 ans, qui est plus grande que moi, qui a plus de 5 mois, c'est une femme quand je la vois. À tout moment dans la rue, je ne sais pas ce qui peut lui arriver. J'ai semé les graines, j'ai explicité, j'ai prévenu, mais je ne pourrais pas faire contre la réalité. Tout ce qu'on va mettre en place, on pourra se dire qu'on n'a pas fait assez, on pourra se dire qu'on a fait trop, on ne saura pas, mais au moins on aura fait. Je vous invite à poser vraiment des mots sur votre situation du moment, sur votre ressenti, en étant vigilant à ne pas projeter toutes nos peurs non plus sur eux, parce que ce ne serait pas très juste sur les bons moments qu'ils vont vivre. Ils vont vivre des super moments liés au plaisir, liés au corps, liés au consentement. L'amour et le sexe n'est pas qu'un risque, et c'est aussi ce que les éducatrices à la vie sexuelle posent sur les débats avec les collégiens, avec les lycéens. Il y a toute une part d'émotionnel, de sentiments, de plaisir, de câlin qui doit être abordée aussi en parallèle de la contraception, les MST. On est tout le temps dans le médical parce que le médical est très scientifique, mais je nous invite à faire la part entre les informations de type contraception médicale et scientifique et de l'autre côté, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu veux, comment tu te sens, et d'aller aussi dans la part des émotions et de l'envie de partager ce bon moment avec la personne en face. Parce qu'ils vont faire des expériences qui seront même différentes des nôtres. Nous, on a pu faire des bêtises sur cette thématique-là qu'on n'aurait pas forcément raconté à nos parents, qu'on ne va pas forcément raconter à nos enfants, mais ces expériences nous ont créé des souvenirs, des leçons plus ou moins bonnes, et on en a tiré plein de choses. Comme je voyais qu'il n'y avait absolument aucune discussion à la maison sur ce sujet-là quand moi j'étais petite, et que le vendredi on allait faire les courses à Mammouth, je crois que ça s'appelait à l'époque, eh ben, j'allais dans le rayon livres et je regardais tous les livres qui parlaient de sexualité et tout ça. Donc moi, mon entrée là-dedans, ça a été des informations de livres. Si on met à disposition dans nos classes, dans nos familles, des supports pour que les enfants se posent des questions, si au détour d'un bout de dessin animé ou d'un film ou d'une série télé, il y a un comportement qui peut nous envoyer sur cette thématique, mais saisissons les occasions de proposer à nos enfants des conversations sur le sujet. Tiens, il lui a mis une main aux fesses là, qu'est-ce que t'en penses toi? Est-ce que les fesses, c'est un endroit qu'on peut, comme ça, mettre à disposition de tout le monde par rapport à l'épaule ou par rapport au genou? Est-ce que ce serait pas une zone intime? Comme ça, des petits bouts de conversation qui font sens pour le jeune enfant parce qu'il n'est pas encore dans l'opposition de l'adolescent.
L'opposition de l'adolescent avec le shoot d'hormones, là, c'est oui, nous on est des vieux cons, vous comprenez rien, vous me comprenez pas. Donc c'est sûr que installer notre première conversation sur la sexualité quand nos enfants sont en porte-à-faux avec nos règles et nos valeurs, c'est pas idéal. On peut trouver une personne de confiance qui va faire la part des choses, une tata sympa, une cousine, une belle-mère, si c'est l'occasion de créer le lien. Mais nous, en tant que parents, ça fait partie de notre mission, je crois quand même, de poser des bases tout au long de leur développement, de 2 jusqu'à 18 ans, et d'être disponible pour ces sujets-là. Mais pour qu'on soit, nous, disponibles en tant que parents, il faut qu'on ait été creuser les peurs que ça nous fait que notre enfant, un jour, vive ses expériences sexuelles, parce que nous, ça nous pousse vers la tombe, ça nous pousse vers on est des vieux. Et il y a pas mal d'enjeux philosophiques derrière le j'élève mon enfant pour qu'il soit autonome un jour sexuellement. Est-ce qu'on est prêt à regarder ça en face? C'est peut-être difficile. Moi, la première fois, quand j'ai réfléchi à ça quand ma fille était petite, je me suis dit waouh, mais j'imagine pas, ma fille va être une femme, ma fille va avoir des relations sexuelles. Alors, je ne sais pas encore avec qui. Il y a eu un moment où elle se dit peut-être les garçons, peut-être les filles, tout ça. C'est pas des sujets qu'on évoquait tranquillement, nous, quand on était ados. Donc, on s'est créé notre propre réseau d'informations, on a comparé, on s'est fait des secrets et tout. Les ados continuent à faire ça. Ils en parlent entre eux. Mais est-ce qu'ils ont les sources qu'on aimerait leur fournir, nous? Parce que si leur source, c'est les films de cul, ça va peut-être pas être une source suffisamment large. Enfin, large, c'est peut-être pas l'adjectif super malin, mais la source, en tout cas, il faut la diversifier. C'est que nous, on va leur donner des apports liés de notre filtre par rapport à notre sexualité, sans donner les détails, mais par rapport à ce qu'on considère autour de la sexualité. Il y a des gens très spirituels qui voient la sexualité comme vraiment une connexion, une union, c'est très beau à voir. Il y a des gens qui sont plus discrets, qui s'embrassent déjà pas du tout dans le couple. J'ai déjà des clientes qui m'ont dit ça. Moi, j'embrasse pas mon mari devant mes enfants. Est-ce que c'est un problème? Je fais non, c'est pas un problème. Mais par contre, si eux, ils sentent qu'il y a une gêne à s'embrasser devant des enfants, là, vous pourriez en parler. Parce que ça pourrait créer un tabou. En fait, tout est un sujet d'interprétation et d'adaptation dans votre famille. Mais si vous ne parlez jamais de sexe, si vous ne parlez jamais d'émotion, c'est risqué à l'adolescence pour l'enfant qui se dit ok, je suis complètement livré à moi-même et mes hormones, je ne sais pas ce qui se passe dans mon corps, j'ai de l'attirance, j'ai envie de passer à l'action et j'ai pas de repères. L'éducation, c'est donner des repères. Non pas qu'ils vont les suivre, mais au moins ils les auront entendus. En REP+, déjà quand je parlais de plaisir, c'était déjà limite pour certains parents. La première fois que j'ai parlé de ça dans le podcast, c'est pour le corps, conscientiser le corps et le consentement. Et je me suis rendu compte que déjà, dire aux enfants de danser, eh ben pour eux, il y avait un malaise dans leur corps. Ils n'osaient pas se faire plaisir avec leur corps. Et je me suis dit, oh là là, j'avais pas du tout imaginé que ça aille si loin. Donc quand je disais le zizi déjà à un enfant, il ricanait, puisqu'à la maison, c'était pas le zizi, c'est on n'en parlait pas. L'étape du zizi, c'est déjà mieux que rien. Mais oui, parler de pénis, parler de vulve, parler de sexe, c'est mieux que oh ta petite fleur. Ben non, ta petite fleur, genre ta fleur, montre tes fleurs à tout le monde. Non, c'est quelque chose de privé, c'est quelque chose d'intime. Quand nous, on dit ce mot-là, l'enfant entend l'intonation et la gêne quand on le prononce. Et c'est ça, en fait, qui l'emmène vers oula, apparemment, ce sujet-là, ça met mon parent mal à l'aise. Donc, si ça met mon parent mal à l'aise et que je suis enfant, je vais éviter de mettre mon parent mal à l'aise. Par contre, si je suis ado, je vais aller dans la provoque et je vais tilter, je vais déclencher mon parent sur ce sujet-là. Et dans les deux cas, finalement, l'enfant se dit je ne veux pas aller plus loin que ce que mon parent est prêt à me sortir. Et si nous, on n'induit pas la conversation, si nous, on ne met pas des mots là-dessus, l'enfant, spontanément, ne pourra pas le faire. Il faut qu'il ait une sorte d'autorisation à nommer son sexe un pénis, à nommer son sexe une vulve, mais en classe, c'était impossible pour moi de dire ça à des enfants de 2 ans. Parce que la relation que j'avais aux parents était juste déjà dans le dossier
faire plaisir, danser, s'amuser. C'était des enfants qui étaient cadrés à l'extrême. Tu cries pas, tu parles pas, donc danser et avoir du plaisir. J'étais déjà dans cette déconstruction-là de thème. On était loin, loin de la thématique d'aujourd'hui. Et c'est aussi ce qui m'a permis d'évoluer à cette vitesse-là sur waouh, il y a du chemin à faire sur l'éducation sexuelle, parce que si on n'autorise déjà pas notre enfant à chanter, à danser et à lui dire tu t'amuses, ça te fait du bien, ça te fait plaisir. Est-ce qu'on peut autoriser nos enfants à avoir du plaisir sans toujours dire tu me déranges? Et je mets ça volontairement, hein. C'est un peu provoque, mais souvent les parents sont dérangés par le bruit du plaisir de l'enfant. Et c'est vraiment à re-questionner dans la société. Est-ce que c'est à l'école de faire ça? Ben, à un moment, moi, je me suis vraiment dit oui, parce que si moi, je ne le fais pas, les enfants vont arriver à la classe d'après, à la classe d'après, à la classe d'après, voyant mes collègues en difficulté déjà aussi en élémentaire pour caser l'heure d'éducation sexuelle dédiée. Quand on en parlait des fois en salle des maîtres, j'ai des collègues qui parlaient, oui, de la reproduction de la plante, de la reproduction animale, mais en gros, entrer dans le thème, entre guillemets, frontal de la reproduction humaine sexuelle, c'est serré, c'est vraiment serré par rapport au public qu'on a autour de nous. Alors, il y a peut-être des écoles, et j'espère, où c'est plus facile d'amener le sujet, mais moi, j'en ai parlé aussi en atelier philo. Il y a un épisode sur l'atelier philo, je crois que c'est le 57, où quand j'amène le thème de l'amour, ouh là là, c'est très compliqué l'amour avec des jeunes enfants. Parce que pour eux, l'amour, c'est soit les histoires de contes de fées où tout va bien, soit c'est mes parents, avant ils s'aimaient et maintenant ils se crient dessus et ils sont en train de divorcer. Il y a des étiquettes autour du mot amour, il y a des étiquettes autour du mot couple, sexualité, adulte qui soi-disant s'aime mais en fait se crient dessus, on ne comprend pas trop. Donc ça aussi, c'est des thèmes à évoquer. Il y a vraiment un nuage de thématiques autour du consentement qui n'est pas lié seulement à l'agression sexuelle, qui n'est pas lié seulement au fait qu'on ait peur pour nos enfants qu'il leur arrive physiquement quelque chose. C'est juste que s'il arrive à voir que les relations, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir, qu'on peut s'aimer et des fois se mettre en colère, on peut s'aimer et être triste. C'est de la nuance à apporter dans le discours ambiant qui est ah bah si on s'aime, on ne doit pas se crier dessus, on ne doit pas s'énerver, tout doit être dans la douceur. Je crois pas. Le côté pulsionnel de tout adulte, ça veut dire qu'il peut y avoir des gens qui parlent de sexualité de manière très fluide et douce, cuicui les petits oiseaux, et d'autres pas du tout. Mais quelle est la nuance qu'on apporte pour la jeune génération? C'est ni tout l'un ni tout l'autre. Il y a vraiment les deux en parallèle. Et le fait que l'école ne sache pas encore comment faire et fasse appel à des intervenants, bon, bah, c'est un constat qu'on fait très régulièrement sur Clubhouse, hein, vis-à-vis de l'éducation nationale. Au moins, ils prennent des intervenants qui ont l'air de s'y connaître. Il y a pas mal de comptes sur Instagram, notamment Tess, qui parle beaucoup de ça, et puis Margot pour les adolescents, la fille d'Isabelle Filiosa. Ces deux personnes-là ont une visibilité maintenant qui permet d'amener le sujet plus facilement et dans les familles et dans les établissements scolaires, je l'espère. Mais combien d'années ça va prendre pour que chaque école ait de la prévention, un moment de parole autour de ça, où les ados, des fois elle met en story les questions des ados qu'elle a, et c'est des questions amusantes, mais c'est des questions tellement logiques. Une fille qui demande mais pourquoi est-ce que mes seins ont poussé? Vous imaginez la détresse de cette jeune fille qui ne sait même pas que son corps va se transformer. Personne ne lui a expliqué ça dans sa famille. Pourquoi on n'explique pas à nos enfants que de la même façon que leurs ongles poussent, de la même façon que leurs cheveux poussent, plus tard ils auront des poils, plus tard les voix des garçons vont changer, plus tard les femmes vont avoir des seins. C'est pas sale, c'est vraiment biologique. Alors que l'enfant qui se dit ben, je ne me reconnais plus, ma voix elle change, j'ai les seins qui poussent, je ne sais pas quoi faire, j'ai l'impression d'être amoureuse de tout le monde. Quel est l'espace de parole où les enfants peuvent se confier à des gens qui ne jugent pas et des gens qui vont donner des informations factuelles et non pas
connoté, ah mais pourquoi tu demandes ça? Oh bah va demander à ton père, ou non je veux pas parler de ça à la maison, c'est péché et tout. Interrogeons-nous sur notre faculté à discuter de l'évolution de nos enfants dans leurs émotions, dans leur corps et dans les relations. Tu vas peut-être rencontrer quelqu'un qui voudra te faire des choses que tu ne veux pas. Ça marche aussi au parc, hein, ça marche aussi à 5 ans. Quand il se fait arracher son arrosoir par quelqu'un au parc, c'est déjà du consentement. Quand vous intervenez et que vous dites au petit garçon ou à la petite fille, bah écoute, c'est son jouet, est-ce que tu peux lui demander avant de le prendre? C'est déjà de la prévention contre des agressions sexuelles. C'est déjà de l'éducation aux limites, au consentement, à l'intimité, à la propriété. Tout ça se joue déjà dans des conversations du parc, dans des conversations du bain, dans des conversations en vacances, quand votre belle-mère veut un bisou et un câlin, et que vous lui dites, ben non, il vous a déjà dit bonjour, belle-maman. On ne force pas les bisous, même avec les grands-parents. Tout ça, c'est vraiment lié. Et quand on fait une animation en classe, oui, à tout moment, on peut être déstabilisé par la question d'un enfant. Parce qu'on se dit, oh là là, alors si je réponds vraiment ce que je pense, je vais avoir les parents d'élèves sur le dos. Mais si je réponds rien, c'est pire. Donc je vais essayer de poser les mots au mieux de ce que je crois que l'enfant est capable d'entendre. Peut-être reposer lui la question de ce qu'il sait déjà sur ce thème. C'est un conseil qu'on donne souvent aux familles. Demandez-lui ce qu'il sait déjà sur les bébés. Demandez-lui ce qu'il sait déjà sur le mariage. Peut-être que pour lui, le mariage, c'est juste donner une bague. Il n'imagine pas que le mariage, c'est tout l'ensemble de l'iceberg. Quand votre enfant, la première fois, va vous demander pourquoi tu es toute nue dans le lit, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ces bruits? Oui, la gêne qu'on ressent, c'est, tiens, on pensait qu'il ne s'était pas rendu compte, on pensait qu'il n'avait pas noté, mais les enfants observent, les enfants entendent. Des fois, ils vont pas oser poser des questions sur ce qu'ils ont vu, et le jour où il osera poser une question, ok, ça déclenche chez moi une flamme de honte parce que je sens que c'est peut-être pas ce que j'aurais voulu avoir comme conversation maintenant, mais à la fois, mon enfant, s'il ose poser la question, c'est qu'il est prêt à entendre une vraie réponse. Et pas une réponse qui dit je suis en faute ou tu as raison, pas du tout, une réponse factuelle. Bah oui, t'as entendu des bruits parce que les gens, des fois, quand ils sont dans la chambre, bah, ils se font des câlins, des câlins. Voilà, mettez les mots et les adjectifs qui vous paraissent adaptés à son âge. Mais évitons de leur dire t'es trop petit. Non, ils sont pas trop petits. Ils ont besoin de savoir. Ils ont une rayure de sens, ils ont une rayure de compréhension à nourrir sur leur arc-en-ciel de besoins. Ils ont besoin de concret, d'informations. Alors vous n'allez peut-être pas sortir l'encyclopédie du sexe avec la banane et le préservatif tout de suite, mais adaptez vraiment le discours au fait que s'il est prêt à demander, il est prêt à entendre. Et un enfant qui aurait jamais rien demandé sur le sexe, qui aurait jamais rien demandé sur les relations ou l'amour, c'est peut-être qu'il aurait vu à quel point ça vous mettait mal à l'aise, honteux, et qu'il ne veut pas déclencher ça chez vous, et qu'il va aller chercher l'information chez ses copains, dans des films, sur Internet, avec ses copines, et ce sera peut-être pas l'information que vous auriez voulu qu'il connaisse. Parce qu'apparemment, à 11 ans, il y a quand même la moitié des enfants qui ont déjà vu un porno. La moitié. Qu'est-ce qu'on pense de ça? Est-ce qu'on ne voudrait pas non plus qu'avant d'avoir l'image qui s'imprime dans leur cerveau, ils aient eu des informations verbales? Ce serait tellement important qu'ils aient déjà du verbal avant que l'image soit marquée de manière indélébile d'une relation où malheureusement la plupart des pornos c'est pas non plus spécialement dans la douceur ou dans le consentement. Parfois oui, parfois non. Il y a des rites de passage qui se perdent avec le temps et les premières règles, c'est un rite de passage. Soit une personne de la famille a déjà prévenu la jeune fille de ce qui allait se passer dans son corps ou pas du tout et elle le découvre par hasard et ça peut la faire complètement flipper de ne pas savoir pourquoi elle saigne, de s'imaginer mourir et tout ça. Il y a des témoignages dans les forums de jeunes filles qui pensaient vraiment être en train de mourir parce qu'elles n'avaient pas compris quelle était cette histoire de règles. Elles n'avaient pas eu notion, information, transmission
que leur corps allait avoir des nouvelles mises à jour, qu'il y avait un cycle qui s'installait, vraiment au terme biologique et scientifique. Cette question d'appartenance, quelle est la femme autour de nous, autour de vos enfants, qui peut donner des informations, qui peut transmettre des rites de passage pour rassurer l'enfant dans sa mutation, entre guillemets, dans son adolescence. Parce qu'en plus, la puberté, elle peut commencer très tôt chez certaines jeunes filles. Maintenant, la puberté, pour certaines, avec les hormones et tout, ça peut commencer à 8 ans. Donc il y a des jeunes filles, quand elles sont réglées et qu'elles ont que 9, 10 ans, vous imaginez la stupeur, vous imaginez la peur intérieure et viscérale que c'est de ne pas comprendre ce qui se passe dans son corps. Donc si elles ont une tata, une marraine ou une grande sœur ou une belle sœur ou une demi-sœur qui peut donner ces informations, elle se sentira appartenir au réseau des femmes. Et de la même façon, et je déplore aussi qu'il y ait peut-être de moins en moins de transmission entre hommes des pères, oncles vers les petits garçons. Surtout que là, il y a un autre dossier qui est le patriarcat à mettre en place en disant tu n'es pas supérieur aux femmes, tu n'es pas celui qui décide pour le corps de la femme. Donc c'est encore un discours différent. Mais au moins rassurer l'enfant sur le fait que sa transformation physique soit notamment biologique, qui soit programmée quasiment universelle, même si ce n'est pas les mêmes fonctionnalités ou les mêmes résolutions, parce que les stratégies sont différentes d'un pays à l'autre. Pour les règles, on n'utilise peut-être pas les mêmes rites, les mêmes cérémonies ou les mêmes protections hygiéniques, par exemple. Mais au niveau du corps, il y a ces transformations-là qui sont liées dans notre code génétique, finalement. C'est comme ça. Transmettons à nos filles, à nos belles-filles, à nos élèves, qu'il va se passer dans leur corps des choses qui sont écrites par la nature et que ça provoque aussi des chamboulements émotionnels. Parce qu'on met à jour notre identité, on met à jour qui on est, on met à jour nos choix et notre autonomie. Et si la jeune fille, quand elle a ses règles pour la première fois, elle se prend une claque, comme dans un film, je crois que c'était Diabolomante qui avait fait le buzz à l'époque, elle se prenait une claque le premier jour de ses règles, et c'est une tradition qui a duré longtemps apparemment. Ouais, super, t'es une femme. Ah oui, mais c'est un petit peu léger comme descriptif. C'est pas très clair. C'est quoi être une femme? Être une femme, c'est pouvoir se reproduire. Waouh, ça c'est un terme dans les manuels de bio. Est-ce qu'on peut détailler un peu à nos jeunes filles ce que c'est qu'être une femme, la responsabilité, la possibilité, le choix d'avoir ou non des enfants? Ça, ce serait un autre débat aussi. Quand on a des filles, on a cette responsabilité-là de dire oui, le corps va changer, émotionnellement tu vas changer, les hormones provoquent un bouleversement que moi je ne pourrais pas comprendre pour toi. Tu vas être la seule à pouvoir décoder ce qui te plaît, ce qui te plaît moins, tu vas pouvoir dire non, tu vas pouvoir dire oui. Moi, je serai là si tu as des questions et des informations, ou alors tu iras voir ta marraine ou ta tata, ou trouver une personne de confiance vers laquelle rediriger l'enfant qui aura des questions. Parce que même si un jour, imaginons, il y a un rapport sexuel sans préservatif, vers qui elle va pouvoir poser la question? Est-ce qu'il y a une PMI? Est-ce qu'il y a un centre de protection autour de vous? Est-ce qu'il y a des dépistages possibles? Les gens sont isolés avec leurs peurs et leurs doutes s'ils ne savent pas vers qui se tourner. Nous, on est des passeurs d'informations. Et sur ce sujet-là aussi, je le dis pour beaucoup d'autres sujets, mais pour moi, on est des passeurs d'informations et on peut mettre un livre à disposition dans le salon, on peut laisser les numéros de téléphone ou laisser une boîte de préservatifs, de serviettes hygiéniques pour la transformation de chaque ado de la maison, de passage, de vacances et tout. Si on enlève déjà le tabou et la honte autour de ces sujets-là, on pourra peut-être informer et éviter une partie des agressions, éviter une partie des relations très toxiques ou non consenties qu'on prévoit malheureusement et qu'on voit dans les médias. Ça pourrait être vraiment une direction à mener, de se dire on ne va pas empêcher tout ce qui va leur arriver, mais on peut mettre des petites choses en place, notamment nommer les parties du corps, notamment expliquer le consentement par rapport au contact, au toucher, aux chatouilles, aux bisous, aux câlins. On peut quitter la pièce, on peut changer d'avis. Dans une conférence du sommet des émotions, Margot disait il y a plusieurs étapes, mais c'est vrai que si on est complètement sidéré face à quelqu'un qui veut forcer la relation sexuelle et que la jeune fille se sent sidérée, et c'est certains témoignages aussi qu'on a chez les victimes de viol,
de se dire, mais j'ai pas pu réagir, j'étais complètement là, il ne m'entend pas, il force le passage. Mais est-ce qu'on les a habitués à exprimer ce qu'elles voulaient vraiment? Est-ce qu'on les a habitués à dire non, à partir, à décevoir? On en revient au mot de la semaine dernière. Là aussi, nos enfants peuvent décevoir. Finalement, je n'ai plus envie de ce rendez-vous. Finalement, je ne veux pas continuer la relation. Non, je n'aurai pas de relation sexuelle avec toi ce soir. Ça veut dire non, poser une limite et accepter que l'autre soit déçu. Et ne pas prendre en charge la responsabilité émotionnelle de l'autre. Et ça, c'est délicat, notamment si on ne revisite pas notre propre histoire à la sexualité. Et quand on lit des témoignages de femmes qui ont été violées, de femmes qui ont eu honte, les avocats aussi, je vous partageais la cour d'assises où j'ai assisté à 4 histoires de viol et de séquestration. Quand on écoute le témoignage des victimes, quand on écoute les défenses des avocats, des deux parties d'ailleurs, on entend cette honte autour de la sexualité de la femme qui s'est faite violer, comme si c'était de sa faute. Si les jeunes filles ou les femmes qui sont violées se sentent en faute, c'est parce que l'éducation à la sexualité est mal faite. C'est parce qu'elles se sentent responsables de ne pas avoir réussi à dire non. C'est quand même horrible. Et je n'inclus pas le fait qu'on ait mal éduqué les filles et qu'on ait mal éduqué les garçons. Le résultat est là. Si les femmes se sentent autant coupables et ont honte d'aller porter plainte, ont honte de faire ces démarches, parce que c'est énorme, parce qu'on va être jugé par la famille, par la belle famille, parce qu'on ne veut pas le dire, parce qu'on pense que ça va passer, parce qu'on pense qu'on va s'en remettre. Tout ça, c'est ce que j'ai entendu comme témoignage à la cour d'assises. Mais non, ça ne va pas passer. Si on dit rien, ça ne va pas passer. Ça va pourrir à l'intérieur. Libérer la parole des filles très tôt, expliquer à nos garçons très tôt le consentement, qu'une femme peut dire non, qu'une femme n'est pas un objet, qu'une femme n'est pas à disposition de tes pulsions sexuelles. Oui, c'est trivial, oui, ça fait putaclic, ça fait buzz, mais pour moi, pour éviter le nombre de viols qu'il y a dans les cours d'assises chaque année, ça fait partie de la prévention et de l'éducation dès la maternelle. La petite fille dans la cour, là, elle ne veut pas de bisous. Tu ne lui fais pas de bisous, elle a dit non. Et dans ma classe, il y a des enfants qui sont très tactiles, qui veulent des câlins, des bisous. On peut dire non, même à 2 ans, même à 3 ans. Même maman, elle peut dire non. Elle peut dire non à son enfant, elle peut dire non à son conjoint, etc. Mais nous, est-ce qu'on montre au quotidien qu'on peut dire non, qu'on peut s'opposer, qu'on peut partir, qu'on peut décevoir l'autre? C'est vraiment en l'incarnant et en le modélisant. Qu'est-ce qu'on fait pour que ça change? On peut poser des mots. On peut dire aux garçons, bah écoute, si tu veux lui faire plaisir, tu peux aussi lui demander ce qu'elle aime. C'est tout simple, hein. Mais combien de personnes disent, oh, je vais lui acheter ça, ça lui fera plaisir. Tu lui as demandé ce qu'elle aimait? Tu lui as demandé ce qui lui ferait plaisir? Est-ce qu'on pourrait peut-être demander aux gens ce qu'ils aiment, sans présupposer ce qu'ils aiment? Et c'est valable pour des cadeaux, c'est valable pour des pratiques sexuelles, c'est valable même pour des paroles réconfortantes. Est-ce que la personne en face de nous aime ce qu'on lui fait, a envie de ça? Un des outils majeurs, c'est aussi le fait d'exprimer et de demander à l'autre quels sont ses besoins, quel est son état, quelles sont ses émotions actuelles. Parce que sinon, je ne peux pas me rapprocher de son instant à lui, puisque je ne sais pas où il en est dans sa vie, je ne sais pas ce qu'il aime, je ne sais pas ce qui lui plaît. Et quand il projette, mon ado, la première relation qu'elle a eue, elle a projeté tellement de choses sur ce garçon. Et je me suis dit, tais-toi Séverine, c'est son histoire. Elle est en train de construire sa compréhension d'un couple, sa compréhension d'une relation. Laisse-lui faire ses expériences. Ouvre le dialogue, mais ne lui donne pas tes conclusions à toi, de femme de 45 ans. Bien sûr qu'on a une grosse expérience des relations, parce qu'on est vieux. Mais comment on peut leur laisser apprendre à se positionner et à placer des limites si on ne les laisse pas expérimenter? Comme le tout petit qui a besoin de patouiller, de s'exercer, d'avoir un petit contrôle sur son monde extérieur, dans la relation, c'est pareil, il faut quand même qu'ils s'entraînent. Ils vont pas devenir experts sans s'entraîner. Et ça commence dès la sortie au parc, dès les vacances avec les cousins. Non, le grand, il vient pas dans ton lit. Il y a des conditions pour venir dans un lit. Expliciter, donner des repères. Ça ne veut pas dire que ça empêchera tout, mais ça sème des graines, ça met de la prévention. Et en effet, ce qu'on croit juste pour nous en tant que parents ou en tant qu'enseignants, on ne va pas pouvoir du tout anticiper la répercussion sur la vie des autres
qui eux-mêmes, rappelons-le, n'ont pas été voir leurs gènes et leurs tabous et n'ont pas pris conscience sur les 20 prochaines années des effets de ce qu'on donne actuellement. Parce que les effets vont se voir dans 15 ans, quand les enfants seront ados. C'est facile là de dire non, non, on n'en parle pas, on n'en parle pas. Mais c'est un couvercle. C'est pas parce qu'on n'en parle pas que nos enfants vont pas avoir de relations sexuelles. Donc cette pertinence peut-être, cette clairvoyance qui malheureusement, en toute humilité, n'est pas le cas de la plupart des populations qui vivent au jour le jour parce qu'ils ont d'autres urgences, des urgences sociales, des urgences financières. Nous qui aimons nous poser sur des sujets aussi philosophiques et essentialistes que la relation, l'éducation et comment est-ce que la génération future pourrait être plus libre et heureuse que nous, on l'a été dans notre génération, tout ça, ça leur passe complètement au-dessus. Comme message sur TikTok, parce qu'il y a des débats d'idées, il y a des commentaires qui sont ultra pertinents comme ultra déplacés. C'est un peu les deux pôles de la planète, mais ça a au moins l'occasion de créer le débat. Il y a ceux qui ne changeront pas d'avis et qui considèrent qu'un enfant ne doit pas parler de sexualité, qu'un enfant ne doit pas dire le mot pénis, parce que si on lui dit le mot pénis, c'est sans doute qu'il sera plus tard un violeur. Mais quelle horreur, quel raccourci! Est-ce que quand on connaît les mots, ça veut dire qu'on va passer à l'action? Pourquoi faire des raccourcis constamment alors que l'information et le savoir, ce sont des armes? On sait que connaître et avoir des savoirs, c'est un bagage. Oui, il peut être mal utilisé, mais comme tous les bagages, il y a bien des chefs d'État qui ne sont pas très au clair avec leurs propres projets et leurs propres émotions. Donc c'est pas parce qu'on le fait que ça va être 100% de réussite. Par contre, je crois que si on ne le fait pas, ça ne fera pas avancer les choses. Et je me dis que tout ce que j'ai mis en place pour la grande et ce que je fais pour la petite, si ça peut leur éviter de se retrouver dans des situations où j'ai vu les filles témoigner à la cour d'assises de se faire violer sur une poubelle, dans un local poubelle, parce qu'elle trouvait que le gars était gentil et qu'elle n'a pas osé partir et qu'elle n'a pas osé dire non, si je peux l'éviter aux gens, ce sera déjà ça de fait. Si vous avez un peu de temps et que vous avez des audiences ouvertes autour de vous, allez voir un témoignage qui explique qu'elle était sidérée, qu'elle n'a pas osé dire non, que le mec a voulu et qu'elle l'a laissé faire. C'est terrible à entendre. Ça change une vie de mère d'écouter des témoignages de filles qui ont été violées. Mais si on a des filles, je pense qu'il faut regarder les choses en face. L'actualité, les médias, le porno, la désinformation, le manque d'attention, de buzz, d'effort, du goût de l'effort, tout ça, c'est un contexte qui a changé les 20 dernières années. Oui, ils sont dans une société de zapping, ils veulent tester plein de choses, mais tester plein de choses, c'est pas forcément se mettre en danger et aller au-delà du consentement. Et je ne sais pas ce qui se passera pour mes enfants. On ne sait pas ce qui se passera pour l'avenir. Mais je me plais à penser qu'on aura semé quelques bouts, quelques indices, et qu'on aura libéré la charge autour de la honte de l'éducation à la sexualité. J'étais ravie d'amener ce sujet délicat et tabou avec vous aujourd'hui. À bientôt! Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite.